suffit de prendre une grande inspiration, là, tout de suite, Ouais, juste une bonne bouffée d'air. et l'oxygène qui vient tout juste de remplir les poumons humains, eh ben, il contient des atomes qui ont été forgés dans le cœur d'étoiles mortes, bien avant la naissance de la planète Terre même. C'est quand même un fait incroyable quand on s'y arrête 2 secondes. Totalement. D'habitude, quand la discussion tourne autour de la biologie ou de l'anatomie, on s'attend à une précision clinique, quoi. Ouais, le fameux schéma très net sur le tableau du médecin. Exactement. On inspire de l'oxygène, on expire du dioxyde de carbone. Genre un simple échange gazeux, une mécanique presque industrielle. Et c'est une vision hyper rassurante en fait, parce qu'elle est super compartimentée. D'un côté, on a l'infiniment petit avec nos cellules, et de l'autre, l'infiniment grand avec le cosmos. C'est clair, on aime bien garder ces deux mondes bien séparés, Ah oui, complètement. sauf que, et c'est là que ça devient fascinant, le dossier source d'aujourd'hui fait complètement voler cette séparation en éclats. Ah oui, on plonge carrément dans autre chose aujourd'hui. Ouais. On se penche sur un document assez atypique. C'est un texte qui s'intitule La mémoire de la lumière. Un titre magnifique d'ailleurs. Très poétique, ouais. À l'origine, c'est un script conçu pour la méditation et l'aide au sommeil. Mais bon, rassurons tout le monde tout de suite, la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est absolument pas de s'endormir. Non, au contraire, ça risque même de réveiller un peu les consciences. Grave. Parce qu'il y a une science astrophysique stupéfiante dissimulée juste sous la surface de cette poésie. Et le but, c'est d'extraire cette science pour comprendre nos origines cosmiques les plus intimes. C'est vraiment un changement de paradigme qui oblige à connecter la biologie humaine, donc la chose la plus proche de nous, à l'immensité galactique. Ouais, et cette analyse, elle a le potentiel de transformer littéralement la façon dont on perçoit des actes super banals, genre le simple fait de respirer ou de sentir la chaleur du soleil matinal sur la peau. C'est clair. D'accord, décortiquons un peu ça. Si on prend ce premier souffle, cette idée que nos poumons se remplissent de cendres d'étoiles, pour qu'une telle chose soit possible, il faut remonter le temps jusqu'aux origines matérielles de notre système solaire. Tout à fait. Et le point de départ, c'est de réaliser que notre Soleil n'est pas ce qu'on appelle une étoile de première génération. Ok, c'est-à-dire. Eh bien, durant 5 milliards d'années, le système solaire que nous connaissons n'existait tout simplement pas. À la place de la Terre, de Mars et du Soleil, il y avait qu'un nuage froid, atrocement sombre et extrêmement diffus qui flottait dans l'espace. Un gros nuage, quoi. Voilà. Ce nuage était principalement composé d'hydrogène et d'hélium, qui sont les éléments primordiaux apparus juste après le Big Bang. Donc un vaste brouillard de gaz glacial. Mais j'imagine que c'était pas que de l'hydrogène pur. Non. Et c'est là que la connexion avec la biologie s'établit en fait. Ce nuage primordial, il était parsemé de traces d'éléments beaucoup plus lourds. On y trouvait du carbone, de l'oxygène, de l'azote, du fer. Tous les trucs qui nous composent, quoi. Exactement. Et la physique nous dit que ces éléments, ils se forment pas spontanément dans le vide comme ça par magie. Ils nécessitent des températures et des pressions infernales pour être synthétisés. C'est le fameux fourneau cosmique. C'est ça. Ces éléments lourds sont littéralement les cadavres dispersés d'étoiles anonymes. Des étoiles immenses, beaucoup plus anciennes, qui ont brûlé tout leur combustible, se sont effondrées et ont fini par exploser en supernova. Waouh. Et en explosant, elles ont projeté ces atomes lourds à travers toute la galaxie. Donc le carbone de notre ADN, l'oxygène de notre souffle, le fer dans notre sang, tout ça flottait dans ce nuage glacial. Ouais, on est littéralement l'héritage matériel d'explosions stellaires antérieures. C'est complètement vertigineux. Mais comment on passe d'un simple nuage de gaz inerte et froid à une étoile brûlante capable de créer un système solaire tout entier? Je veux dire, il faut bien un déclencheur, non? Oui, le moteur principal de cette transformation, c'est la gravité. Mais elle a souvent besoin d'un petit coup de pouce. Genre une étincelle? Un peu ça, ouais. Un nuage interstellaire peut dériver paisiblement pendant des centaines de millions d'années sans qu'il ne se passe absolument rien. Et puis, un événement perturbateur survient. Souvent, c'est l'onde de choc d'une autre supernova voisine. Ah d'accord, donc une autre explosion vient bousculer le tout. Exactement. Cette vague d'énergie traverse l'espace et vient frapper le nuage. Elle m'a comprimé une région spécifique de ce brouillard de gaz. Et dans cette région soudainement plus dense, la masse s'accumule. Du coup, la force de gravité de cette zone devient suffisante pour prendre le dessus sur la pression interne du gaz, qui à la base essayait de s'étendre. Voilà. Et dès que la gravité gagne cette bataille, c'est le point de non-retour. C'est le début de l'effondrement gravitationnel. La matière commence à tomber sur elle-même. C'est ça. Mais attention,
C'est pas un événement instantané, hein, c'est un processus d'une lenteur inexorable. La source mentionne que cet effondrement initial s'étale sur des centaines de milliers d'années. Donc c'est pas une chute libre hyper dramatique de film de science-fiction. C'est plus une lente agonie du nuage qui s'écrase sous son propre poids. Très bonne analogie, ouais. Et c'est en comprenant la dynamique de cette chute qu'on comprend la forme actuelle de notre monde. Parce que le nuage ne fait pas que rétrécir. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Il se met à tourner. Oui, la matière en mouvement dans l'espace possède presque toujours un léger mouvement de rotation initial. Et au fur et à mesure que le nuage qui mesurait des années-lumière de diamètre à la base se contracte sous l'effet de la gravité, une loi fondamentale de la physique entre en jeu, la conservation du moment angulaire. Pour bien visualiser cette loi, l'image classique et de loin la plus parlante, je trouve, c'est le patineur artistique sur la glace. Ah oui, le classique. Ouais. Quand il commence à tourner sur lui-même avec les bras grands ouverts, sa rotation est relativement lente, mais dès l'instant où il ramène ses bras étroitement contre son corps, bam, sa vitesse de rotation s'accélère brusquement. Eh bien, le nuage protosolaire a fait exactement la même chose. En réduisant sa taille colossale pour se concentrer sur une zone de quelques milliards de kilomètres, le nuage a été forcé de tourner de plus en plus vite. Et cette rotation de plus en plus frénétique a eu un effet mécanique direct, j'imagine. Complètement. La force centrifuge a aplati ce nuage autrefois sphérique. Il s'est transformé en un gigantesque disque de matière, ce qu'on appelle un disque protoplanétaire. Et c'est au sein de ce disque tourbillonnant que la structure de notre système solaire s'est dessinée. C'est ça. Toute la matière lourde, les poussières, les fameuses cendres de supernova dont on parlait, tout ça a commencé à tourbillonner et à s'entrechoquer dans ce disque. Ça s'est aggloméré pour former des cailloux, puis des astéroïdes, et un jour, des planètes. Mais la grande majorité de la masse du nuage, genre l'hydrogène et l'hélium, s'est tombée directement au centre de ce tourbillon, non? Exactement. Ce centre accumule une masse tellement phénoménale que la matière s'y écrase avec une violence inouïe. Imaginez un peu des milliards de tonnes de gaz qui tombent les unes sur les autres en permanence. Ça doit chauffer dur. Ah bah, cette compression extrême génère de la friction à l'échelle atomique. Et la friction, c'est de la chaleur. Ce cœur brûlant, c'est ce qu'on appelle une protoétoile. Et plus spécifiquement à ce stade, une étoile de type Tétaouri. Donc cette proto-étoile agit comme une immense couveuse, en fait. Le texte indique que cette phase de gestation a duré environ 50 millions d'années. C'est super lent. Ouais, pendant 50 millions d'années, notre Soleil brillait déjà un peu, mais pas grâce à l'énergie nucléaire. Il brillait uniquement à cause de la chaleur générée par la friction de sa propre contraction gravitationnelle. Il était même entouré de jets de matière hyper puissants éjectés par ses pôles. C'est vraiment un équilibre très précaire. Ok, mais du coup, la proto-étoile chauffe, mais elle continue de se contracter sous le poids écrasant de sa propre gravité, c'est ça? Voilà. Et la température grimpe inexorablement. 100 000 degrés, 1 million de degrés, 5 millions. C'est vrai. La question évidente qui se pose alors, c'est quel est le point de rupture? Comment ce globe de gaz extrêmement chaud s'est-il soudainement transformé en une véritable étoile? Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut atteindre un seuil thermique très précis pour déclencher le véritable moteur stellaire. C'est environ 10 millions de degrés Kelvin. 10 millions. D'accord. À cette température infernale et sous une pression inimaginable, l'agitation thermique des atomes devient si violente qu'une barrière fondamentale de la physique est franchie. Parce que jusque-là, les noyaux d'hydrogène, qui sont des simples protons avec une charge positive, ils se repoussaient mutuellement, comme deux aimants de même polarité qu'on essaierait de coller de force, quoi. Exactement. C'est la répulsion électromagnétique. Mais à 10 millions de degrés, ils se percutent avec une telle vitesse que cette répulsion est vaincue. Waouh! Et là, une force encore plus profonde et plus ancienne prend le relais. La force nucléaire forte. Elle agit comme une colle cosmique à très très courte portée. Et les protons sont forcés de fusionner. C'est le début du feu nucléaire. Le document source détaille cette chaîne de réaction de manière super impressionnante. On a l'impression de lire le manuel technique d'une centrale cosmique, sérieux. C'est un peu ça, oui. Les protons fusionnent d'abord pour former du deutérium, puis d'autres collisions transforment ce deutérium en hélium-3. Et enfin, l'aboutissement de cette chaîne, c'est la création d'hélium-4, un atome lourd et stable. Et tout l'intérêt de cette transformation fastidieuse, c'est ce qui est perdu en cours de route, la fameuse masse manquante. Ah oui, le truc avec Einstein. Exactement. Si l'on pèse les 4 protons d'origine et qu'on les compare au noyau d'hélium final, on s'aperçoit que l'hélium est légèrement plus léger. Une infime fraction de la matière a tout simplement disparu.
envolé. Et c'est là que l'équation d'Einstein, E égale mc², prend tout son sens. Cette masse disparue n'est pas perdue, elle a été convertie en énergie pure. Et quand on regarde les chiffres mentionnés dans le texte, le rythme de cette conversion donne carrément le vertige. C'est hallucinant. Chaque seconde, le Soleil fusionne 600 millions de tonnes d'hydrogène. Par seconde, ouais. Et dans cette fournaise d'une seconde, 4 millions de tonnes de matière sont littéralement anéanties, transformées instantanément en lumière et en chaleur. 4 millions de tonnes rayonnées dans le système solaire à chaque battement d'horloge. C'est cette libération colossale d'énergie nucléaire, qui rayonne violemment vers l'extérieur, qui vient enfin s'opposer à la force de gravité qui cherche à écraser l'étoile. Le fameux équilibre rayonnant, voilà. Les deux forces s'annulent, l'effondrement s'arrête net, le Soleil trouve son équilibre parfait et devient ce que les astronomes appellent une étoile de la séquence principale. Attends, séquence principale, ça veut dire quoi concrètement? C'est sa phase de croisière. C'est exactement l'idée de la phase de croisière, oui. Une étoile de la séquence principale est une étoile adulte, stable, qui passe la majorité de son existence à brûler tranquillement son hydrogène. D'accord. Pour notre Soleil, cet équilibre a été trouvé il y a environ 4,5 milliards d'années et il a continué à briller avec une étonnante régularité depuis. C'est fou, mais la naissance de la lumière elle-même est fascinante. Sauf que le texte aborde un détail sur le voyage de cette lumière qui est peut-être le fait le plus époustouflant de toute cette analyse. Ah oui, le voyage des photons. En général, on considère la lumière comme la chose la plus rapide de l'univers. Normal. Dans le vide spatial, un photon met à peine 8 minutes pour traverser les 150 millions de kilomètres qui séparent la surface du Soleil de la Terre. C'est vrai, c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais le voyage de ce même photon, depuis le cœur du Soleil jusqu'à sa surface, ça défie complètement l'intuition. L'intérieur du Soleil n'a absolument rien à voir avec le vide spatial. Le plasma au cœur de l'étoile est d'une densité étouffante, c'est super compact. C'est pas une ligne droite alors? Ah non, pas du tout. Lorsqu'un photon de lumière est créé par la fusion nucléaire, il ne file pas vers la liberté. À peine as-tu parcouru une fraction de millimètre qu'il percute un atome hyper dense. Aïe. Il est absorbé par cet atome, puis recraché dans une direction totalement aléatoire. Le texte compare ça à la marche de l'ivrogne ou à un genre de flipper cosmique géant. Le photon rebondit, change de trajectoire, recule, avance, heurte une autre particule, est absorbé à nouveau, réémis à nouveau. C'est un labyrinthe tridimensionnel microscopique et infiniment dense. En raison de cette marche aléatoire incessante, un photon met un temps faramineux pour s'extirper de la zone radiative du Soleil. Faramineux comment? Selon les estimations, il faut entre 100 000 ans et 1 million d'années pour qu'un seul photon parvienne enfin à atteindre la surface et à s'échapper dans le vide de l'espace. Attends une seconde. 1 million d'années. Jusqu'à 1 million d'années, ouais. Cela signifie qu'il y a un décalage temporel monumental entre la création de l'énergie et sa réception. Exactement. La lumière matinale qui vient caresser la peau d'un être humain, aujourd'hui, ou celle qui permet aux plantes de faire la photosynthèse ce matin, elle a été forgée dans les entrailles du Soleil à une époque où l'Homo sapiens balbutiait à peine sur Terre. C'est fou, hein. Ouais. Cette lumière a attendu des centaines de milliers d'années dans les ténèbres brûlantes du cœur solaire, juste pour effectuer les 8 dernières minutes de son voyage vers nous. C'est une notion du temps qui bouleverse complètement notre rapport au présent. Le Soleil force constamment à réviser la perception des choses. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la manière dont cette énergie se propage, il faut aborder l'un des paradoxes les plus troublants de l'astrophysique, qui est super bien soulevé dans le document. Ah oui, l'histoire de la température. Parce que l'intuition dicte que plus on s'éloigne d'un feu, plus la température baisse, logiquement. Telle est la logique implacable de la thermodynamique du quotidien, oui. Pourtant, le Soleil fait l'inverse. La surface visible du Soleil, la photosphère, affiche une température d'environ 5500 degrés Celsius. C'est chaud, ça émet une lumière blanche aveuglante, mais ça reste mesurable. Tout à fait. Par contre, si l'on s'éloigne de cette surface et qu'on monte dans l'atmosphère externe du Soleil, ce qu'on appelle la couronne, la température n'est plus de 5500 degrés. Elle grimpe soudainement à plusieurs millions de degrés. Un bond immense. Comment c'est physiquement possible de s'éloigner de la source de chaleur et de voir la température se multiplier par 1000? Cela soulève une question importante qui a été un véritable casse-tête pour les chercheurs pendant des décennies. La solution à cette énigme semble se trouver dans les ondes magnétiques, et plus particulièrement les ondes d'Alphen. D'accord. De champs magnétiques s'entortillent en permanence à cause de la rotation du Soleil, c'est ça? C'est ça. Et ces lignes magnétiques agissent un peu comme de gigantesques élastiques invisibles. Dans les profondeurs bouillonnantes du Soleil, le plasma agite ces lignes de champ.
Ok. Les ondes d'Alphen voyagent le long de ces lignes magnétiques, transportant une quantité massive d'énergie cinétique depuis l'intérieur, traversant la surface visible sans y déposer leur chaleur. Ah, donc elles court-circuitent la surface en quelque sorte. Exactement. Et lorsqu'elles atteignent la couronne, l'atmosphère supérieure beaucoup moins dense, ces élastiques magnétiques se brisent ou se reconnectent brusquement. Ils claquent en libérant toute cette énergie accumulée d'un seul coup, ce qui chauffe le gaz très fin de la couronne à des millions de degrés. C'est comme un fouet qui claque, quoi. Très bonne image, oui. Et cette couronne surchauffée ne reste pas statique. La chaleur est tellement phénoménale que la gravité du Soleil n'arrive plus à retenir toutes les particules. Non, ça déborde. Des flots de particules chargées, genre des protons et des électrons, sont constamment éjectés dans l'espace à des vitesses folles. Et ça, c'est l'origine du fameux vent solaire. Faut bien comprendre que c'est pas un vent de molécules d'air comme sur Terre, mais une tempête incessante de radiation et de particules propulsées dans toutes les directions. Ce vent a une présence physique très concrète dans notre système. En soufflant constamment, il sculpte une bulle gigantesque autour du système solaire, l'héliosphère. Notre bouclier spatial naturel. Voilà. L'héliosphère nous protège en repoussant une grande partie des rayons cosmiques galactiques, très dangereux, qui pilulent dans l'espace interstellaire. Et d'ailleurs, quand on parle de ce vent solaire, on en voit les manifestations poétiques sur Terre. Les aurores, bien sûr. Ouais, lorsqu'il frappe le bouclier magnétique de notre propre planète, il crée ces draperies lumineuses dans le ciel nocturne, les aurores boréales et australes. L'interaction est permanente et vitale. L'environnement spatial n'est pas un vide silencieux, c'est vraiment un océan de forces magnétiques et de particules en perpétuel mouvement. C'est très vivant en fait. Absolument. Et cela met en perspective la perfection de la position de la Terre. Le texte souligne que nous sommes situés dans ce qu'on pourrait appeler une banlieue tranquille de la Voie lactée. Loin du tumulte mortel, on est à environ 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie, là où se trouve un trou noir supermassif et une densité d'étoiles qui produirait des radiations mortelles pour toute forme de vie. Heureusement qu'on est loin de ça. Ouais, mais nous ne sommes pas non plus situés à l'extrême périphérie de la galaxie, là où les éléments lourds, ces fameuses cendres de supernova nécessaires pour former des planètes rocheuses et des êtres vivants, elles manqueraient cruellement. C'est la fameuse zone boucle d'or à l'échelle galactique. Les conditions parfaites, le bon équilibre chimique et le temps nécessaire pour que des structures complexes puissent évoluer. Et c'est ce temps nécessaire qui donne toute son ampleur à la réflexion du documentaire. 5 milliards d'années pour forger le système solaire et allumer l'étoile. Et il a fallu au moins 500 millions d'années supplémentaires pour que, sur l'une de ces planètes rocheuses, une chimie organique complexe s'organise et aboutisse à une forme de vie. Une forme de vie capable d'ouvrir les yeux, de pointer un télescope vers le ciel et de comprendre la mécanique de sa propre naissance. Ouais. Il y a une phrase dans les notes qui résume ça de manière magistrale. L'existence humaine serait le cosmos en train de se raconter sa propre histoire. C'est beau. Cette perspective efface vraiment la frontière artificielle entre la biologie et l'astrophysique. Les êtres humains ne sont pas de simples observateurs détachés qui regardent le ciel étoilé. L'anatomie même, la façon dont le corps humain fonctionne au quotidien, est imprégnée des rythmes de ces étoiles. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au niveau du corps? Comment l'astrophysique la plus lointaine se traduit-elle dans la physiologie la plus intime? L'auteur fait un parallèle qui arrête net la lecture, je trouve. Il relie la mécanique des étoiles au battement du cœur humain. Oui, si l'on observe la dynamique d'une étoile, tout au long de sa vie, en fait, tout n'est qu'une question de contraction et d'expansion. Comme une respiration cosmique. Voilà, le nuage primordial se contracte sous la gravité, puis l'énergie nucléaire pousse vers l'extérieur pour le faire s'étendre. C'est une lutte perpétuelle, une pulsation vitale à l'échelle de milliards d'années. Et à l'intérieur de la poitrine humaine, un muscle grand comme le poing fait exactement la même chose à l'échelle de la seconde. Un battement électrochimique régulier. La systole et la diastole. C'est ça. Une systole où le cœur se contracte violemment pour expulser la matière et une diastole où il se relâche pour se remplir à nouveau. Le cœur bat littéralement au rythme microscopique des grandes dynamiques stellaires. La contraction et l'expansion comme principe fondamental de l'existence. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, eh bien, c'est là que le propos initial du texte, ce fameux guide de méditation et de sommeil, prend tout son sens philosophique. Tu m'étonnes? Le retrait cyclique que représente le sommeil nocturne pour un être humain n'est pas perçu simplement comme une nécessité biologique ou une fatigue musculaire.
Le sommeil est interprété comme un miroir du retour à l'état nébulaire primordial. Un retour au nuage originel en gros. Exactement dans son principe. De la même manière que le Soleil connaît ses propres grands cycles temporels, que ce soit son cycle d'activité magnétique de 11 ans avec l'apparition des taches solaires, ou son immense orbite de 500 millions d'années pour faire le tour de la galaxie, la biologie humaine s'inscrit dans un cycle fondamental d'éveil et de repos. C'est fascinant de voir ça comme ça. Le moment où le corps s'endort est une dissolution temporaire. Les tensions de la journée se relâchent, l'esprit s'évapore, l'attention se fragmente. C'est comparable à un nuage de gaz, dense, qui se dilaterait soudainement dans les immenses étendues froides et calmes de l'espace. Il perd sa forme rigide. Oui, avant de devoir inévitablement se reconcentrer et se densifier à nouveau sous la gravité du réveil matinal. Donc la journée, sous le poids de la conscience et des actions, l'être humain s'effondre sur lui-même, il devient dense, il brûle de l'énergie, et la nuit, il relâche cette pression pour redevenir une nébuleuse pacifique. C'est exactement ça. C'est une façon extraordinaire de concevoir la fatigue, je trouve. Chaque nuit, en s'abandonnant au sommeil, l'individu rejouerait à une échelle intime et quotidienne le grand cycle universel de la matière. C'est poétique, mais c'est aussi très vrai physiquement. Ça ramène à l'essence même de la discussion d'aujourd'hui, en fait. L'astronomie n'est pas une science de choses lointaines et inaccessibles. L'astronomie, c'est de l'anatomie poussée à l'extrême. L'être humain n'est pas séparé de l'univers, il est fait de son tissu. Du premier souffle d'oxygène rempli des traces d'anciennes supernovas, jusqu'à la chaleur ancestrale des photons qui percutent la peau, en passant par le rythme cardiaque qui imite l'équilibre gravitationnel, l'existence biologique est fondamentalement le prolongement ininterrompu de processus physiques qui ont débuté bien avant la formation de la Terre. Le constat est super clair. L'être humain est une structure temporaire bâtie avec la mémoire de la lumière et de la matière cosmique. Absolument. Et ça pousse vers une pensée finale vertigineuse. Une réflexion qui prolonge tout ce que ces sources nous ont permis de comprendre. Je t'écoute? Si le corps humain actuel est entièrement assemblé à partir des restes d'étoiles mortes il y a des milliards d'années, eh bien la science prévoit que notre propre Soleil, inévitablement, mourra un jour lui aussi. C'est le cycle des choses. Dans 5 milliards d'années, il se gonflera, puis perdra ses couches externes, dispersant à son tour les atomes du système solaire, y compris ceux de la Terre d'ailleurs dans les vents glacés du milieu interstellaire. Il semera les graines de futures nébuleuses. Exactement. Alors, quelle forme de vie incroyable, dans des milliards d'années, aux confins d'un système planétaire qui n'existe même pas encore, finiront par inspirer les atomes exacts qui composent nos cœurs et nos poumons aujourd'hui? C'est une question renversante. L'humanité n'est peut-être, au fond, que la poussière d'étoiles d'une future espèce lointaine. Le schéma médical du début de la discussion semble soudainement bien étriqué devant une telle échelle de temps, non? C'est sûr qu'on ne regarde plus un simple cours de biologie de la même manière après ça. La prochaine fois que la nécessité de prendre une grande respiration se présentera, ou que la lumière du soleil réchauffera un visage endormi, il y aura cette conscience vertigineuse du voyage de ces éléments. Merci d'avoir suivi ce décryptage de nos origines les plus lointaines. Voilà assurément de quoi méditer ce soir, et à très bientôt pour une nouvelle exploration.